Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Remerciements. Je voudrais tout d'abord exprimer ma reconnaissance envers le professeur Claude Baltz pour sa disponibilité, sa générosité intellectuelle et humaine, et ses multiples orientations tout au long de la rédaction de cet ouvrage. Ainsi que professeur Shawki Salem qui a joué le rôle d'encadreur et une source d'inspiration permanente. Sans leur soutien, conseil et encouragement, cet ouvrage n'aurait jamais vu le jour. J'adresse ainsi mes sincères remerciements à Jean Davalon, Serge Regour, Majid Yadjaden et Michel Aubert de m'avoir relu et guidé. Je remercie très chaleureusement le personnel des Centres nationaux de cinématographie en Égypte, Ali Abou Chadi, Abla Salem et Sayed Chakra de la Chambre d'industrie de cinéma. En France, Michel Aubert, Béatrice de Pastré, Geneviève et Antoine Langlois ainsi que Pierrette Lemoigne. En Suède, Jean-Éric Billinger et Marika Junström. Au Canada, Johan Summerside, et en Thaïlande, Dom Sukvong et Shalida Yo Bumrungdi pour leur accueil et retour compétents. Sans leurs aides et leur documentation, je ne parviendrai pas à rédiger le 6e chapitre. J'aimerais également remercier Christian Dimitriou de la FIAF qui m'a facilité les contacts avec les archives cinématographiques en Suède et en Thaïlande, ainsi que pour son support amical dès le début de cet ouvrage, notamment lors de la distribution du questionnaire aux membres de la FIAF. Je tiens à reconnaître la disponibilité et l'apport de mon supérieur hiérarchique, professeur Ismail Serageldin, directeur de la Bibliothèque d'Alexandrie, à la facilitation de l'aménagement d'un temps de travail au profit de cet ouvrage en plus de mes obligations professionnelles. Mes remerciements vont particulièrement à l'endroit de Madame Leila Abdelhadi, ma première directrice, qui m'a appris le métier de bibliothécaire et m'a toujours encouragé à apprendre et à découvrir. Merci à Laila Ghanem pour sa collaboration et son amitié. Ce texte doit beaucoup aux corrections et échanges qui nous lient depuis 4 ans. Aussi, voudrais-je remercier ma famille de m'avoir soutenu moralement durant toutes ces années de dur labeur. Ils ont été présents autant dans les hauts que dans les bas moments, qui ont jalonné ce travail. Sans oublier la compréhension et la patience de mes amis durant mon indisponibilité, que je puisse trouver des récompenses. Il n'y aura pas d'histoire sans mémoire. Partie 1, le cinéma, enjeux documentaires et patrimoniaux. 1. Chapitre 1, Introduction. Le cinéma, terme connu partout dans le monde, c'est l'art de réaliser des films mais il signifie aussi une salle de projection, un moyen d'expression, une industrie et c'est encore et surtout le 7e art. Pour nous bibliothécaires, documentalistes et archivistes, le cinéma est le fruit culturel d'une industrie qui produit des documents que nous devons collecter et conserver, afin de les rendre accessibles aux usagers d'aujourd'hui ainsi qu'aux futures générations. D'habitude, la consultation des collections se fait dans une cinémathèque où les usagers cherchent des documents qui concernent le cinéma. Des films, des photos, des scénarios, des articles de presse, des affiches et bien évidemment des livres, des périodiques, des références, des thèses et des rapports sur le cinéma. Le terme cinémathèque signifie un organisme chargé de conserver, de restaurer et de mettre à disposition du public des œuvres cinématographiques. Il jouit d'une reconnaissance inégale au niveau international. Sa valeur est reconnue dans certains pays, non seulement dotés d'une industrie cinématographique où les films sont considérés comme des œuvres artistiques pour lesquelles des documents de référence sont mis à la disposition des chercheurs, des professionnels du métier, des historiens et de tous autres usagers intéressés par ce type d'informations à condition que les droits d'auteur soient respectés. La temporalité propre du cinéma le distingue de l'univers de l'imprimé. Il existe une complémentarité évidente entre le processus industriel et artistique du cinéma et la fonction d'une cinémathèque. Une fois produit et distribué en salle, un film perd une partie de sa valeur commerciale, sauf s'il est revendu et distribué dans le circuit des chaînes de télévision ou sous une autre forme de diffusion. L'éphémère est de règle dans ce cycle. En effet, la sortie de nouveaux films efface les précédents qui sont presque oubliés et passe à la fin des listes de sélection car les chaînes de télévision recherchent les nouveautés. C'est le contraire qui se produit dans une cinémathèque où le film dit classique, sélectionné lors d'un festival ou d'un événement culturel, ne perd jamais sa valeur artistique en dépit du temps.
Au contraire, plus il vieillit, plus il est traité avec un soin attentif et gagne en valeur. Par sa nature, le cinéma est une discipline qui touche à d'autres disciplines telles la sociologie, l'histoire, la politique, la religion, la culture et les sciences. À travers les films qui exposent la vie des peuples, leurs coutumes et leurs pensées, le cinéma reflète le réel qui se distingue de ce que présentent les livres par son univers plus attirant puisque l'usage de l'image et du son crée un rapport interactif et émotionnel entre le film et ses spectateurs. Au point de vue méthodologique, notre ouvrage est divisé en 3 parties. La première partie recouvre les enjeux documentaires et patrimoniaux du cinéma traités en 2 chapitres. Dans le premier, intitulé « Introduction », nous présentons le cinéma en Égypte, une vue d'ensemble ainsi que les éléments documentaires et les concepts en jeu. Dans le deuxième chapitre, le cinéma, un patrimoine à concevoir et à traiter, nous élaborons les préalables théoriques et pratiques indispensables à la constitution et à l'archivage du patrimoine cinématographique. Dans ce chapitre, nous définissons la mémoire audiovisuelle, la place du cinéma dans l'industrie culturelle, ainsi que les enjeux historiques, politiques et culturels de la sauvegarde de ce patrimoine afin de sensibiliser les responsables et de souligner la richesse de cette industrie. Quant à la deuxième partie, elle traite l'état de l'art de la gestion d'un fonds cinématographique en 3 chapitres. Dans le premier intitulé « Le traitement technique d'un fonds cinématographique », nous étudions la chaîne documentaire du fonds cinématographique depuis l'acquisition jusqu'à la mise à disposition. Le deuxième chapitre, les problèmes juridiques posés par ce fonds, étudie les droits de l'accès à l'information et soulève les nouveaux problèmes posés par la mondialisation et la numérisation. En ce qui concerne le dernier chapitre, il analyse la révolution numérique en suivant l'évolution sociotechnique, l'effet des nouvelles infrastructures numériques, l'émergence d'une logique de flux et ses effets, les nouvelles modalités de l'accès aux films, la relation ciné-télé et les rapports entre spectacle-spectateur à l'ère du numérique. Enfin, la troisième partie est consacrée à la création de la cinémathèque égyptienne. Elle compte 2 chapitres. Dans le premier, nous comparons le cas des cinémathèques dans 4 pays, la Suède, la France, le Canada et la Thaïlande. Dans le deuxième, nous présentons les éléments de la création d'une future cinémathèque égyptienne. 1.1. Le cinéma en Égypte. Il est évident que le cinéma est un moyen de sauvegarde du patrimoine et de l'histoire d'un pays. Or, le cinéma égyptien est considéré parmi les pionniers du cinéma des pays arabes. Pendant plus d'un demi-siècle, le cinéma égyptien impose sa prééminence à tout le Proche-Orient tant par la régularité de sa production que par le prestige de ses stars et de ses chanteurs reconnus du Maroc aux pays du Golfe. En 1896, un premier film fut projeté en Égypte par les frères Lumière à Alexandrie à la bourse Toussoun, et ce lieu est encore connu aujourd'hui sous le nom de Kasser el-Ebda, palais de créativité, Awad 2007-10. Depuis la création du cinéma, l'Égypte a produit environ 4000 films, 3700 enregistrés à la Chambre d'industrie du cinéma jusqu'en décembre 2009, portant sur la société et l'histoire du pays. Mais cet ensemble de films n'existe nulle part dans sa totalité. Éparpillé en divers lieux de conservation, ce patrimoine n'est guère accessible au grand public, aux chercheurs, aux producteurs et aux ayants droit pour des raisons diverses. À la dispersion géographique s'ajoute en effet l'hétérogénéité des données descriptives. Les références du répertoire des films égyptiens étaient incomplètes, et il fallait consulter plusieurs références afin de collecter des informations sur un même film et comparer les différentes dates de production et de sortie en salle. En fait, il n'existait ni cinémathèque ni section audiovisuelle à la Bibliothèque nationale pour nous donner accès au fonds cinématographique égyptien. Pour toutes ces raisons, il était évident que les responsables égyptiens concernés par le fonds cinématographique prennent en considération l'importance de la collecte, via l'achat et le dépôt, des films égyptiens. En effet, la sauvegarde du patrimoine cinématographique, en tant que bien commun, passe par la valorisation et par l'utilisation qu'en font les Égyptiens. La numérisation de ce fonds patrimonial n'est qu'une étape de la mise à disposition auprès des chercheurs et du public. Durant notre recherche, nous avons appris qu'environ 2500 des 3700 films égyptiens produits ont été vendus à des sociétés cinématographiques arabes hors de l'Égypte.
Ces sociétés en possèdent désormais tous les droits, et gèrent ce patrimoine selon leurs intérêts commerciaux et politiques sans être assujetties à la réglementation égyptienne. Les chaînes de télévision égyptiennes ou tout autre établissement égyptien doivent désormais acquérir des droits de diffusion et de consultation auprès de ces sociétés, qui se sont ainsi approprié l'identité culturelle égyptienne à travers ce patrimoine. Ainsi, l'Égypte entretient un lien moral indéniable avec le fonds cinématographique constitué depuis 1896. Ce lien n'est ni accompagné de la possession de droits, ni matérialisé sous la forme d'une cinémathèque. Mais en prenant connaissance des services offerts par le Centre national du cinéma et de l'image animée, CNC en France, que ce soit à Bois d'Arcy ou à la Bibliothèque nationale de France, BNF, ou encore à la Cinémathèque française, nous avons réalisé la nécessité dans la Bibliothèque nationale ou la future Cinémathèque égyptienne de posséder une copie des films égyptiens vendus aux pays arabes. À cela, il faut ajouter que les secteurs économiques et commerciaux de la culture et de la communication occupent de plus en plus une place majeure dans le développement des sociétés qu'ils contrôlent par leur poids économique. Dans l'ère numérique d'aujourd'hui et face à l'offre de l'industrie culturelle, l'accès à l'information et au patrimoine culturel est plus que jamais nécessaire pour créer un lien social dans nos sociétés. Comme Bernard Miège écrivait, c'est l'entrée dans une phase nouvelle d'industrialisation de l'information et de la culture, impulsée par la domination des médias audiovisuels commerciaux et l'émergence des réseaux de communication, désormais non limités au transport des conversations et des données, qui est l'élément moteur. Miège 2004-14. Il convient par contre d'insister sur le fait que l'information et la communication ont toujours été reliées d'une façon ou d'une autre. D'une part parce que l'information n'est pas un stock disponible à tout moment dans lequel on puiserait en cas de besoin, mais qu'elle est produite en vue d'être diffusée, en tenant compte de moyens de sa diffusion et des publics destinataires. D'autre part parce qu'il est absurde d'estimer que les moyens de transmission de l'information pourraient ne pas avoir d'effet sur le sens produit ou reçu. Miège 2004-20. Tous ces changements dans le fonctionnement de l'information, l'accélération de la vitesse de circulation des informations et le mode d'individualisation affectent l'usager de l'information stimulé sans cesse par la multiplication des offres et des moyens de réception. La communication est en train d'aborder une nouvelle étape à l'échelle mondiale. Les enjeux économiques et sociaux, liés à la mise en œuvre des nouveaux dispositifs techniques, font l'objet de discussions qui dépassent le cadre restreint des débats d'experts. Aussi, la société dite société de l'information qui est en train de se construire aura plus à voir avec la communication et ses techniques qu'avec l'information elle-même. Pour résumer, notre objectif s'articule autour de deux axes. 1. Mettre en valeur le patrimoine immatériel et en particulier le cinématographique que représente le film et ses dérivés. 2. Valoriser ce patrimoine en se basant sur toutes les ressources d'information et de communication, ainsi que sur les systèmes standardisés pour la gestion de ce type de documents qui évoluent à une vitesse remarquable dans l'ère numérique. À ce point, il faut insister sur le fait qu'il n'existe pas de réflexion fondamentale sur les systèmes de gestion d'information cinématographique appliqués aux cinémathèques ou aux centres d'archives cinématographiques. Ce manque de réflexion partagée et de travaux à l'échelle internationale sur toute question associée au patrimoine cinématographique a donné naissance à une grande diversité des méthodologies utilisées comme nous le décrirons dans notre étude comparative de plusieurs pays au chapitre 6. C'est aussi la raison pour laquelle nous nous sommes basés sur les systèmes de gestion d'information utilisés dans les bibliothèques, parce qu'ils sont plus développés et utilisent des normes et des modes de fonctionnement plus développés. Cela justifie l'usage du terme bibliothèque dans notre livre pour l'appliquer à ce qui concerne la cinémathèque. 1.2. Vue d'ensemble. Au début de notre livre, nous couvrons des aspects théoriques, la définition des concepts traités tels que les différents modes de classement des documents, la relation entre l'information et le support, le cinéma en tant qu'art ou industrie, le film en tant que document et pas seulement en tant qu'une marchandise. Finalement, nous présentons comment ce fonds de documents est désigné selon les différentes cultures, mémoire, archives ou patrimoine. Ensuite,
Nous étudions comment se conçoit le traitement technique du patrimoine cinématographique face à la variété physique des supports et de ses contenus thématiques, avec une attention particulière sur l'introduction du développement numérique, dans tous les aspects du travail quotidien des bibliothécaires et des cinémathécaires. En dernier lieu, nous présentons le mode de fonctionnement des cinémathèques que nous avons visités et analysés pour les comparer et pouvoir capitaliser de leurs expériences en matière de services, de mode de fonctionnement, de problèmes rencontrés et de solutions retenues dans ces 4 pays. La Suède, la France, le Canada et la Thaïlande, dans le but d'identifier les éléments indispensables à la création de la future cinémathèque égyptienne. Le monde des cinémathèques est relativement récent. Leurs fonctions ont été dès le début très variées, car il s'agissait souvent de pallier au plus pressé en sauvegardant au plus vite des matériaux considérés culturellement comme éphémères au premier temps du cinéma, ou plus tard dans des pays ayant d'autres priorités sociétales. Il est un fait que toutes les cinémathèques qui ont pu se développer au fil des années ont toutes connu des problèmes de recrutement de personnel expert et des problèmes financiers pour traiter correctement les flux massifs de matériaux divers qu'elles ont accueillis. De ce fait, les modes de fonctionnement des cinémathèques ne sont pas standardisés dans tous les pays comme c'est aujourd'hui le cas pour les bibliothèques. C'est pourquoi, nous avons toujours recours dans le cadre de notre travail, à ceux appliqués dans les bibliothèques où les films et leurs dérivés font partie des supports audiovisuels qu'elles collectent et traitent techniquement depuis des années. L'objectif de notre travail est de prouver l'importance du film comme document de recherche d'intérêt public, en tant qu'un bien culturel. Cela concerne aussi les professionnels du domaine, les historiens, les sociologues ou les chercheurs dans d'autres domaines, voire le grand public. C'est pourquoi, nous présentons le film et ses dérivés dans le cadre de la chaîne documentaire afin d'étudier son traitement bibliographique, numérique et juridique. Le film est un document d'une nature différente de celle du livre que nous consultons dans des bibliothèques. Il est indispensable d'étudier de près comment ce type de document est géré depuis la collecte du fonds par dépôt légal, don, achat ou échange, jusqu'à la préservation et l'organisation du service d'accès et des modes de conservation et de traitement documentaire. Il était évident également que nous ne pouvions pas étudier le mode de fonctionnement des cinémathèques sans traiter les problèmes juridiques et techniques qu'elles rencontrent surtout en ce qui concerne le service d'accès aux collections cinématographiques. Nous avons visité les centres nationaux de la cinématographie et les bibliothèques qui possèdent des collections cinématographiques en Égypte, ainsi que dans les 4 pays de l'étude. Étant donné que notre sujet n'était pas assez étudié et publié, nous nous sommes basés sur les visites de chantier, ainsi que sur un questionnaire établi sur les systèmes des archives des films de chaque établissement. Les caractéristiques du fonds cinématographique traité. Notre objectif est d'identifier les caractéristiques pertinentes aux films traités dans notre ouvrage. Leur localisation géographique, leur chronologie, leurs expressions linguistiques, leur genre et format afin de préciser les limites de l'étude. Selon l'origine géographique. L'étude regroupe les films égyptiens et leurs dérivés, qu'ils soient stockés en Égypte ou à l'étranger, qu'ils soient produits par des Égyptiens ou par des étrangers, qu'ils soient stockés chez des particuliers ou des instituts privés ou publics. La recherche compare le cas égyptien à ceux des 4 cinémathèques étudiées en Suède, en France, au Canada et en Thaïlande. Selon l'époque. Concernant les films égyptiens, l'étude s'intéresse à tous les films depuis la première projection cinématographique des Frères Lumière dans la salle de la Bourse d'Alexandrie, en 1896 et des premières productions de films égyptiens de 1907 à la fin de 2009. Des statistiques comparatives sont données pour les 4 pays étudiés, depuis l'origine de la production nationale à la fin de l'année 2009. Selon la langue. L'étude englobe les films égyptiens projetés en Égypte depuis 1907 en langue arabe, littéraire ou parlée, et dans les différents dialectes, alexandrin, saïdien, les versions sous-titrées en arabe des films de l'époque du muet. De même que les films et les documents cinématographiques provenant des 4 pays en leur langue d'origine. Français, anglais, suédois et thaïlandais. Selon le genre de film. L'étude couvre les collections de films égyptiens, français, canadiens, suédois et thaïlandais qui se trouvent dans différentes sociétés de production ou de distribution,
dans les centres culturels, instituts ou bibliothèques ou cinémathèques, quel que soit le genre, films de fiction, films documentaires, films d'animation, y compris les films d'actualité et les annonces ou affiches de films. Selon les formats des films. L'étude recouvre les collections de films égyptiens, français, canadiens, suédois et thaïlandais qui sont localisés dans les différentes sociétés de production ou de distribution, dans les centres culturels, instituts ou bibliothèques ou cinémathèques quel que soit le format. 35 mm, 16 mm, VHS, Digital Umatic, Digital Betacam, DVD. Elle reprend aussi tous les dossiers de films, scénarios et toute la documentation retrouvée. 1.3. Panorama des éléments documentaires en jeu. Tout document disponible dans une bibliothèque ou une cinémathèque passe par plusieurs étapes que les professionnels du domaine de l'information et de la communication intitulent le traitement technique. Il s'agit des étapes de la chaîne documentaire qui gère le circuit du document, depuis son acquisition jusqu'à sa mise à disposition à l'endroit du public. Nous tâcherons de présenter les principaux éléments de la chaîne documentaire, des documents cinématographiques. Cette chaîne est constituée d'étapes et de procédures qui relient les différents éléments. L'information, le support et le document ainsi que les relations entre eux, la documentation, le catalogage, l'indexation et les modes d'accès aux documents. 1.3.1. Les éléments documentaires basiques. Les bibliothèques et les cinémathèques transforment les données documentaires en informations sur différents supports. C'est en quelque sorte la matière première qui va être traitée par les professionnels, que nous détaillerons dans cette partie. Dans les cinémathèques, tout ce qui côtoie le film, affiches, photos, scénarios, dossiers de presse, etc., sert d'information pour la recherche. Nous traitons ici les composantes de la connaissance, l'information, le support et le document. L'information, le contenu. Comme nous venons de le dire, l'information est la matière première de l'activité des sciences d'information et de communication. L'information est un élément de connaissance, de savoir et de jugement. Elle se présente sous forme de données plus ou moins concrètes, un renseignement, un fait, un concept. Cela peut être un chiffre de population, un énoncé, une image, une photo, un film, un son, un site électronique qui provient de plusieurs sources externes ou internes. Ces données sont repérables et transmissibles grâce à son support concret. Voix humaine, papier, film, bande magnétique, disque optique ou numérique. Chaumier, 1996-11. Le rôle du bibliothécaire est d'identifier et de classer l'information en fonction de son origine, son type, son public, sa destination, sa présentation, sa fiabilité, sa valeur informative, sa durée de vie et sa nouveauté. De nos jours, l'information est reconnue comme base essentielle au progrès des sociétés. Dans toute société, l'accès à l'information par le savoir et le pouvoir qu'elle fournit à son ou ses détenteurs représente une puissance, une des clés du pouvoir. Aujourd'hui, cet accès est vital. Aucune banque, aucune industrie, aucun commerce ne peut se développer sans disposer de l'information et des moyens de la recevoir, de l'utiliser et de la transmettre. Guinchat, 1996-13. Soulignons ici que le besoin de l'information augmente constamment, et est même devenu synonyme de pouvoir. Un peuple qui produit plus d'informations et la met à disposition, est beaucoup plus puissant qu'un peuple qui consomme les informations des autres. Les pays qui négligent leurs équipements dans ce domaine accroîtront rapidement leur infériorité par rapport aux pays développés, qui trouveront une raison supplémentaire d'exercer de nouveaux monopoles. Ceci prouve le poids que représente l'information dans la croissance et la force du pays. L'UNESCO identifie ainsi deux types d'informations. L'information formelle, qui existe sous une forme quelconque stockée sur un support, et l'information informelle, qui correspond au savoir-faire et au savoir-être. Guinchat, 1996-15. Cet ensemble d'informations véhiculées, recueillies et traitées est appelé système d'information. Nous ajoutons un cinquième, le facteur physique, qui caractérise l'information de nos jours et que nous jugeons aussi important. Par facteur physique, nous désignons le format ou le support sur lequel est fixée cette information. Ce format, à son tour, influe sur le mode d'accès à son contenu. Au début de sa création, l'écriture représentait la matière principale de toute source d'information. De nos jours,
et grâce aux nouveaux médias, aux appareils électroniques, et malgré la persistance de l'illettrisme d'une partie de la population, l'information est de plus en plus accessible à un public plus large. Dans le domaine des techniques de l'information et de la communication, TIC, d'autres catégories de classement de l'information sont repérées. Les changements de ces différentes catégories sont souvent amorcés sur de longues dates, et les TIC les accompagnent et les accélèrent. Nous pouvons en citer certaines catégories. Information-connaissance. Les savoirs, les savoir-faire et les connaissances produites dans des institutions spécialisées sont loin de donner lieu à une production d'informations, régulière ou formalisée ou pas. Information produite non produite. C'est une opération qui débouche sur un acte productif faisant intervenir divers acteurs disposant de compétences techniques ou scripturales. Les TIC ont favorisé la mise à disposition d'informations non produites comme les weblogs. Informations régulièrement proposées éphémères. Les techniques de l'information et de la communication mettent le caractère éphémère de la publication des informations avec la possibilité de trouver des formes durables sans être obligé de répondre aux critères de la permanence, très favorable aux médias en place. Information éditée non éditée. L'édition est une opération économique et juridique qui entraîne des conséquences identifiables dans les relations avec les consommateurs-lecteurs. Information ouverte accessible sous conditions. Le flux d'informations dissimule une information accessible sous des conditions déterminées. Les sites gratuits qui mettent à disposition de l'information relevant de la communication et d'autres limités à des conditions financières ou autres. Miege, 2007/68. L'information par sa nature peut être stockée indéfiniment. Elle ne s'use pas lorsqu'on la consomme, elle ne se perd pas quand on la cède. Elle est reproductible à faible coût, et sa valeur d'usage dépend directement de sa rareté. Ce terme information se comprend relativement bien. Il est le même en français et en anglais, information. En arabe aussi c'est un terme clair en soi, on dit al-ma'alouma. Nous sommes toujours conscients d'un contenu qui a un sens exprimé sous forme d'une information. Le support. Le support est le matériel physique sur lequel sont enregistrées les informations. C'est aussi un moyen de communication qui sert à les conserver et à les transmettre. Ce qui fait que l'auteur choisit le support qui lui convient selon le type d'information. Dans le cas le plus simple, le support d'écriture est un morceau de matière minérale, animale ou végétale travaillé par l'homme pour représenter le langage, tablette d'argile. Pour les documents papier, le support est composé également de l'encre qui a des propriétés différentes. Dans l'environnement électronique, le support devient une chaîne matérielle et logicielle comprenant le format de codage des données, le support d'enregistrement ou de stockage et l'outil de lecture. Chabin 2010/16. Il est intéressant de noter au passage la double étymologie. Le fait de porter l'information, retenu par le mot français, et le fait de la transmettre, d'en être le médiateur, retenu par l'anglais médium ainsi que par l'équivalent arabe al-wazi. Pour les collections cinématographiques, les supports peuvent être classés selon deux grandes catégories, support imprimé et support audiovisuel. Nous exposerons plus loin quelques exemples de chaque catégorie qui sont intéressants par rapport à notre recherche. Le document. Le document peut avoir un double sens. Document en tant qu'écrit, quel que soit son support qui sert de preuve et de renseignement, qui enseigne et renseigne, et document en tant que porteur de l'information. C'est pourquoi, il est conseillé d'utiliser support, pour désigner le support physique et d'utiliser document, pour désigner le contenu de ce document. Un document est un objet constitué d'un support et d'une information. Dans le sillage de l'International Standard Organisation, ISO, l'Association française de normalisation, AFNOR, définit le document comme l'ensemble d'un support d'information et des données enregistrées sur celui-ci sous une forme en général permanente et lisible par l'homme ou par une machine. En outre, tout objet ne peut servir valablement de document scientifique, de transfert des connaissances. Il doit alors être authentique, fiable et vérifiable et il faut pouvoir le localiser et le consulter. Il faut donc redoubler de prudence pour estimer un document. Ceci dit que la notion de document est assez complexe. Étymologiquement, le document enseigne quelque chose et transmet une information à son usager. Avec l'environnement numérique,
la perception que l'on peut avoir du document a changé physiquement car le support du document numérique est souvent invisible. Chabin 2000 23. C'est pourquoi, l'ensemble de données, data en anglais et bayana en arabe, enregistré dans un système et géré comme une unité peut être considéré comme un document. Les documents sont les unités visibles ou électroniques que le bibliothécaire doit gérer et classer. Ils peuvent être classés par nature d'information, numérique, sonore, textuel, iconique, graphique, par nature de support, papier imprimé, photographique, magnétique, par mode de diffusion, document interne, document publié, document diffusion restreinte, littérature grise, ou par degré d'élaboration, document primaire, document secondaire. Les documents textuels présentent l'information sous une forme écrite et qui doit donc être lue, qu'elle soit gravée, tablette de bois et de cire, ouvrage en braille, CD-ROM, manuscrite, imprimée ou encore magnétique sur les supports informatiques. L'information est présentée par une notation de signes alphabétiques ou numériques, texte plus ou moins long, plus ou moins illustré, tableau statistique. Le texte peut être miniaturisé sur une microfiche, un microfilm ou microforme. Ces documents textuels peuvent être codés en saisie informatique, traitement de texte, ou en saisie numérique ou analogique, télématique, télécopie, etc. Ils se développent et se diversifient très rapidement. Les documents non textuels ne sont pas lus, mais vus, entendus, touchés ou sentis. Le mot ou le nombre écrit sont remplacés par l'image, le son ou le relief. Ce sont les documents iconographiques, sonores, audiovisuels, multimédia, de nature matérielle et électronique. Guinchat, 1996-35. Le document est le terme le plus courant à être utilisé par les professionnels de l'information, surtout pour identifier le contenu numérique. On dit souvent document numérique, pour exprimer tout fichier électronique ou DVD. 1.3.2. Le traitement des éléments documentaires. Afin que les documents collectés dans une bibliothèque ou une cinémathèque soient organisés et accessibles au public, il est nécessaire qu'ils soient traités selon une politique claire et un système de gestion de bibliothèque en fonction de la taille des collections et du budget de l'établissement, ainsi que d'autres critères que nous détaillerons dans le 3e chapitre. Ci-dessous, nous aborderons la documentation, l'archivage et l'accès. La documentation. La documentation est un système formalisé d'information, afin d'assurer une meilleure efficacité dans la gestion d'un système d'information. Celui-ci doit être pertinent, surtout au niveau de l'exhaustivité, de la fiabilité, du traitement de la nouveauté et de la rapidité de l'information. Tout service de documentation met en place un système documentaire en fonction de ses collections à gérer, de ses usagers et leurs besoins et de l'environnement de fonctionnement. La documentation, opposée trop souvent aux archives du fait de son caractère non original ou de son utilité à court terme, est absorbée dans la sphère de l'archivage. Les techniques de production et de reproduction des documents réduisent les différences physiques entre un dossier d'archives et un dossier de documentation. Copie d'un fichier électronique, formulaire imprimé, page web. Les problèmes de conservation et d'exploitation sont très proches. Alors qu'un bon nombre d'archives stricto sensu se périment très vite, certains dossiers de documentation sont délibérément archivés en raison de leur valeur ajoutée pour la mémoire d'entreprise. En quelque sorte, la documentation devient archive au 2e degré, moins par l'information directe qu'elle renferme que par la synthèse qu'elle représente, voire pour les méthodes de travail dont elle témoigne. Chabin 2000-30. En outre, on peut utiliser le terme documentation pour exprimer l'acte de collecter des informations qui décrivent un document. L'archivage. L'archivage est une démarche d'organisation qui a pour objectif d'identifier, de classer et de maintenir disponibles les collections d'une bibliothèque ou d'une cinémathèque qui l'engage vis-à-vis de son activité future et à ses services offerts à son public. L'unité de base de l'archivage est le document quel que soit son support et son contenu. D'autres niveaux de repérage de l'information du document dépendent de sa hiérarchie par rapport aux autres documents qui existent dans le même établissement. En prenant un peu de recul, on constate que si archivage est toujours employé au sens informatique de l'anglais archiving, on parle d'archivage comme d'une démarche managériale de contrôle du cycle de vie des documents à risque dans l'entreprise au sens de l'expression anglo-saxonne record management.
C'est pourquoi la Commission générale de terminologie a retenu comme traduction française de Record Management, gestion de l'archivage, organisation et contrôle de la constitution, de la sélection, de la conservation et de la destination finale des documents d'une administration, d'une entreprise ou d'un organisme. Chabin 2010 Croisillon 4. À première vue, en arabe et en français, lorsque nous disons archivage, nous avons l'impression qu'on parle d'anciens documents, mais archivage est souvent utilisé surtout en anglais archiving, pour décrire l'organisation des documents numériques. L'accès. L'accès est considéré comme le point presque final de la chaîne documentaire. À cette étape de consultation d'un document, toutes les étapes de la chaîne de travail fournies en amont, depuis la sélection d'un document, son acquisition et la qualité de son traitement documentaire et technique, est valorisée par les usagers. En définitive, c'est grâce aux différents modes d'accès organisés par les services dans chaque établissement gérant un fonds documentaire que les utilisateurs pourront être satisfaits ou pas. Souvent, la satisfaction de l'usager est le baromètre de la qualité du service proposé, et c'est un des facteurs principaux qui influe sur les décisions des responsables de l'établissement quand ils projettent un changement dans les services offerts. Le document audiovisuel est souvent consulté sur place, car il exige des équipements que l'usager n'est pas censé posséder. Dans le cas où c'est une cassette VHS ou un DVD, l'usager peut emprunter le document en fonction des réglementations de prêt de chaque établissement. Suite à la présentation de quelques éléments documentaires et de leur traitement, nous remarquons que certains trouvent que l'analyse fonctionnelle des termes utilisés ci-dessus se réfère à 4 secteurs de la chaîne documentaire: les entrées, les sorties, les traitements et les circuits. D'autres la représentent selon le schéma suivant du passage de l'information dans ses divers stades nécessaires. Information document support canal de diffusion ou média. Pour notre part, nous posons les relations entre information et support comme suit. Le contenu. Le contenu peut être représenté sous différentes formes séparées ou mixtes: texte alphanumérique, image fixe, image animée, son ou multimédia. Le contenant. Le contenant est le matériel physique sur lequel est enregistré le contenu, depuis l'inscription antique sur la pierre, en passant par le papier avec tous ses formats jusqu'à l'écran de l'ordinateur. Dans notre recherche, nous avons choisi de nous contenter des formes suivantes. Le film en différents formats de l'analogique au numérique ainsi que tous les documents qui le prolongent comme l'affiche, l'image fixe, le scénario et le dossier de presse. Les relations entre le contenu et le contenant. Les relations entre eux sont les étapes et les procédures qui gèrent les différents aspects de l'inscription du contenu sur le contenant selon le type de ce dernier. Depuis que l'homme a voulu s'exprimer, il avait toujours une information à communiquer quel que soit le contenant sur lequel il l'enregistre. L'usage, l'accès. Le contenant sur lequel le contenu est enregistré n'aura aucune valeur s'il n'est pas exploité et utilisé. L'accès est l'acte de mettre le contenu à disposition de l'usager. Le résultat final de ce fonctionnement de l'information se manifeste sous différentes formes telles que mémoire, archives et patrimoine. 1.3.3. Les documents imprimés relatifs au film. Le fonds cinématographique se compose de documents filmiques et de documents imprimés, de contenus variés en images, textes, chiffres, dessins ou autres symboles qui ont une valeur complémentaire par rapport au film. Dans ce domaine, il existe des ouvrages, des revues et des références, des scénarios édités, des manuscrits de longueur et d'usage variable. Aussi, des publications à destination des journalistes et des exploitants de salles, des coupures de presse, des dessins préparatoires d'ambiance lumineuse, de costumes et des affiches de décors, maquettes en couleur, plans au sol, calques de fabrication. Il faut aussi prendre en compte les dessins préparatoires de tournage, croquis d'une scène, un mouvement, un trucage, storyboard pour la lumière, pour le cadre, pour les raccords. Ainsi que les affiches de films, de salles, de programmes, de festivals, portraits d'un acteur. Des photographies de tournage de plateau, d'exploitation, portraits, albums photographiques d'un film, de son tournage, planches contact, photogrammes, des archives de maisons de production, de distribution, d'exploitants de salles, de réalisateurs, de scénaristes, de scripts et de photographes de plateau. En plus, Marc Vernet se demandait à quoi il faut rajouter les sites et les bases de données consacrées au cinéma, à son histoire, ses techniques, voire aux films en cours de tournage ou de lancement.
Ce sont là des ressources documentaires qui peuvent s'avérer très utiles, mais qui nécessitent une veille constante pour en apprécier la qualité et les mises à jour. Vernet 2004 /20. Cependant, nous préférons les ajouter aux documents audiovisuels puisque dans leur origine, ce sont des documents textuels, même si leur mode de consultation est électronique. Certes, le public du cinéma est vaste, mais hélas le nombre d'amateurs de livres de cinéma est beaucoup plus réduit. La curiosité, parfois prise en défaut des cinéphiles et des étudiants pour la documentation, encore aggravée aujourd'hui par l'usage d'Internet, fait de l'édition du cinéma une activité économiquement fragile, voire risquée. Peu d'ouvrages connaissent des chiffres de vente vraiment importants, à quelques exceptions près, parmi lesquelles figurent les albums sur les stars et bien sûr les dictionnaires de référence. C'est de même pour le cas de l'Égypte, où l'offre est encore très réduite dans le domaine des livres de cinéma. Ceci explique pourquoi la situation de la recherche est encore faible. Nous nous contenterons ici de présenter certains types de documents relatifs au film, mais qui ont aussi une importance assez informative comme le scénario, la fiche de film, l'image fixe et le dossier de presse. Le scénario. Le scénario constitue l'une des étapes importantes de la fabrication d'un film. C'est le fruit de la phase du développement du projet. Il est censé décrire ou suggérer ce qu'on va voir et entendre. En plus des dialogues, le scénario découpe le texte de l'œuvre cinématographique par séquences ou images, et contient aussi des descriptifs, des indications visuelles et auditives. Cela aide chaque acteur et actrice à connaître le rôle qu'il doit jouer. Et depuis l'ère numérique, le script est devenu un élément principal dans la description d'un film dans une base de données. On trouve de plus en plus des bases de données qui découpent le film en segments en fonction du scénario. L'affiche de film. L'affiche est considérée comme la première publication qui annonce la sortie du film en salle de cinéma. Elle lui sert comme carte de visite sur le marché. Un film peut avoir une ou plusieurs affiches qui s'appliquent sur les murs des salles de cinéma, ainsi que sur les panneaux publicitaires, pour donner connaissance au public des films qui sont au programme ou qui vont bientôt paraître. Cette affiche est considérée comme source fiable pour le cinémathécaire durant le catalogage d'un film. L'image fixe, la photo. Dans le domaine du cinéma, l'image est un terme général, alors on utilise souvent le terme photo. L'image est une représentation visuelle d'un être vivant, d'un objet, d'un concept ou autre. Elle peut être naturelle, arbre, volcan ou artificielle, peinture, photo. Dans le monde du cinéma, même si la photo représente la nature, elle est un document à traiter à part et c'est important pour la documentation du film. Elle est devenue une composante importante de tout système d'information, et en même temps nécessite une approche spécifique dans son traitement documentaire. Cette approche spécifique est due en particulier au fait que le document image est très complexe car il est à la fois polymorphique, a de nombreuses formes, et polysémique, à plusieurs sens. De plus, il y a souvent interpénétration entre forme et contenu, c'est-à-dire confusion entre l'objet photographié, le sujet, et l'objet photographié, le support, selon la distinction faite par R. Laborderie, Chaumier, 1996 /11. Le dossier de presse. Le dossier de presse constitue une source importante pour le bibliothécaire lors du catalogage du film, puisqu'il accumule un recueil d'informations, de matériel promotionnel destiné à la presse, d'articles de presse et aussi de photos. Ce dossier contient des informations sur l'événement, le film, les créateurs, les auteurs, les artistes, les collaborateurs, les circonstances de fabrication ou de réalisation, les entretiens, les analyses et les commentaires. Habituellement, les producteurs et les distributeurs de films diffusent systématiquement des dossiers de presse pour accompagner la sortie de leurs films. Ce dossier de presse est créé par le bibliothécaire et évolue avec le temps. Il est rarement compatible avec un autre dossier de presse du même film dans une autre bibliothèque. 1.3.4. Les documents multimédia relatifs au film. Le film en lui-même est un document audiovisuel. Mais nous préférons utiliser multimédia pour combiner texte, son, image. Le mot multimédia sous-entend que ces données sont reliées entre elles par des liens prédéfinis, dénommés hypermédias, qui permettent d'aller d'un groupe d'informations à l'autre par association d'idées ou de concepts, sans contrainte d'ordre ou de direction. Multimédia ou unimédia. Le multiple est ici celui des signes,
texte écrit, paroles enregistrées, sons divers, images fixes et animées, code formel. Mais ce qui est réellement innovant, c'est la concentration de ces signes sur un dispositif technique unique, le programme informatique régissant processeur, écran, clavier et imprimante, une intégration numérique qui permet des modes inédits d'association entre les signes de l'écriture, avec des capacités de stockage et d'activation de ces signes tout à fait nouvelles. Toute la question de l'écriture-lecture multimédia tient sans doute à la tension entre cette unicité matérielle du support et la complexité des espaces signifiants que celui-ci mobilise. Et aussi par là même, entre la nouveauté d'un mode de manifestation de l'écrit et la profondeur historique de ce qui le rend interprétable. C'est dans l'univers de la création artistique que le terme de multimédia avait apparu dans les années 60 à propos de productions associant divers médias. Il est devenu technologique au milieu des années 70 et médiatique à la fin des années 80. Christine 2001 Croisillon 387. Le domaine de la production cinématographique et celui de la production audiovisuelle se chevauchent. Tout d'abord parce que l'audiovisuel regroupe souvent à la fois le cinéma et les programmes audiovisuels proprement dits. Aujourd'hui, l'Internet accompagne de manière incontournable le cinéma. Ce n'est pas uniquement par le biais d'une activité promotionnelle et commerciale, mais aussi parce qu'il lui apporte un formidable contenu documentaire. À côté des supports du film, il y a aussi le non-film, c'est-à-dire tout ce qui a trait au cinéma sans être le film lui-même. Cela peut être les costumes, les éléments de décor, les objets de décoration d'un côté. De l'autre, appareils en tout genre, de la caméra d'enregistrement au projecteur de cabine en passant par le dispositif d'éclairage, le magnétophone et le fauteuil pliant du réalisateur. Mais nous nous limiterons ici aux documents imprimés et audiovisuels. Nous tâcherons de présenter ci-dessous quelques exemples des documents multimédia les plus utilisés dans les bibliothèques ou les cinémathèques, comme l'image animée en sens général, le film, la VHS et le DVD. L'image animée. L'image animée, quelle que soit son expression linguistique et même si elle est muette, attire plus l'attention de ses spectateurs grâce au mouvement, à la couleur et au son. Elle peut se présenter sous forme de film documentaire, d'animation ou une fiction. Et afin d'utiliser ces images animées, il est indispensable d'avoir des appareils de visionnage et de projection. L'image animée représente le contenu tandis que le support sur lequel elle est enregistrée peut être une bobine, une cassette VHS, un DVD ou autre. Tous ces supports, même s'ils ne sont pas nouveaux dans les bibliothèques et les cinémathèques, leur traitement physique et technique représente des enjeux au niveau de leur catalogage. Est-ce qu'on décrit le film dans son intégralité ou on le traite scène par scène ou écran par écran ? Nous présenterons différentes méthodes de catalogage et d'indexation dans le 3e chapitre. Le film. Le film est un exemple de support audiovisuel qui nous concerne le plus dans notre livre. C'est l'un des supports aussi vieux que l'origine de la production cinématographique, mais c'est assez récemment qu'il a commencé à être considéré comme document de recherche. Les documents imprimés sont les bases d'une bibliothèque, les documents audiovisuels sont les socles des médiathèques et les films sont les socles des cinémathèques. Un film est une bande flexible, le plus souvent en nitrate de cellulose, en acétocellulose ou en polyester. Les perforations ménagées sur toute sa longueur permettent son déroulement dans une caméra, un projecteur ou tout autre appareil. Quand on parle de film, il peut s'agir d'un enregistrement photographique, magnétique, ou bien des deux. Bowser 1980 Croisillon 2. Pendant toute cette période qui va des origines aux années 1970, on a affaire à 2 ou 3 types de formats. Le format professionnel d'exclusivité, 35 mm, puis les tentatives 70 mm ou IMAX, le format militant ou culturel, 16 mm, apparu tardivement, et les formats familiaux, 8, Super 8, 9,5 mm. La VHS. L'expression anglaise Video Home System, système vidéo domestique, plus connu sous son sigle VHS, désigne une norme d'enregistrement de signaux vidéo sur bande magnétique de 1,5 pouce mise au point à la fin des années 70. Sa diffusion au grand public fut annoncée en 1976. La durée d'enregistrement des cassettes commercialisées dans ce format peut être de 2 heures, 3 heures, 4 heures et même 5 heures. La durée des cassettes vendues aux États-Unis d'Amérique est plus faible, entre 2 heures et 3 heures. En Europe,
La durée peut être portée par le même système jusqu'à midi. Cette augmentation de durée se fait pourtant au détriment de la qualité. La VHS offre une qualité d'image inférieure à celle des supports numériques. Le DVD. Les films sur DVAD, Digital Versatile Disc, ont fait leur apparition au milieu des années 90 et les lecteurs de DVD supplantent progressivement les magnétoscopes. Cela est dû à la meilleure qualité d'image et de son, par rapport à la VHS. Autres avantages, le support DVD étant optique, les films ne se détériorent pas au fur et à mesure qu'on les visionne et le support DVD est plus durable que la VHS. Par contre, l'enregistrement du DVD est encore complexe, mais il a l'avantage de l'interactivité. En outre, son développement est le résultat d'un consensus entre les acteurs des domaines industriels, informatiques et cinématographiques. Les acteurs du secteur micro-informatique recherchent un support d'échange unique, permettant aussi bien la diffusion que la reproduction de programmes, de données ou de jeux. Une fois le film accessible sur DVD, cela veut dire qu'il est en forme numérique et peut être accessible sur réseau interne ou en ligne en fonction de la capacité du réseau et en fonction des droits de consultation. Nous discuterons de ces deux aspects techniques et juridiques dans les chapitres 3 et 4. La bande-son. Au début de l'industrie du cinéma, les films étaient muets et une bande-son était enregistrée à part et ajoutée en parallèle à celle de l'image durant la projection. Le support muet est projeté à 18 images par seconde, le parlant à 24 en salle et 25 à la télévision. Jusqu'en 1927 environ, la pellicule ne porte que l'image, le son étant fourni par le bonimenteur et le ou les musiciens dans la salle. Pour gagner en prestige et pour réaliser en même temps des économies d'échelle, les frères Warner décident de joindre le son à l'image en enregistrant dès le départ avec des artistes de qualité le son du film, s'évitant ainsi la location à répétition pour chaque séance de musiciens plus ou moins talentueux. Le 35 mm intègre très vite la piste sonore sur la pellicule elle-même, mais le 16 mm restera longtemps double bande. Une pour les images, une pour le son, avec les problèmes de synchronisation que cela suppose. Vernet 2004 /18. Le besoin d'équipement. Les documents audiovisuels sont de nature différente des documents imprimés et exigent pour leur production ainsi que pour leurs usages différents appareils. À partir des années 80, le dispositif cinématographique restait jusque-là farouchement indépendant. Pour projeter un film à la maison, il fallait un projecteur et un écran distants, dispositif à installer pour chaque projection, s'appuie sur la télévision avec d'abord le VHS, standard triomphant après une lutte serrée entre les Japonais et les Européens, puis le DVD qui tous deux reposent sur la projection via un écran électronique, téléviseur ou ordinateur. La cassette VHS est réputée plus fragile en termes de durée, grain magnétique, usure de la bande par le simple visionnement et encore plus par les arrêts sur image. Mais le DVD, réputé plus durable par son mode d'enregistrement, gravure, se révèle souvent moins facile à conserver du fait qu'il doit être, contrairement à la bande VHS, extrait de son boîtier pour pouvoir être utilisé. Vernet 2004 /19. Ceci peut l'abîmer plus facilement. A. L'équipement de production. La production des films dépend en premier de la caméra. Pour l'appareil de prise de vue ou la caméra moderne, qui dans ses principes majeurs ne se différencie guère du cinématographe lumière, elle comporte 5 dispositifs principaux. 1. Une chambre noire avec un obturateur qui fait apparaître à volonté des images du monde extérieur formées par l'objectif sur une surface sensible à la lumière, et peut enregistrer avec régularité des images successives et temporellement rapprochées. 2. Une bande sensible perforée dénommée film ou pellicule qui, avant et après son passage devant la fenêtre d'impression, circule dans un couloir, guidé dans son déplacement. 3. Un mécanisme assurant l'entraînement intermittent de cette bande à l'aide de griffes pénétrant dans les perforations. 4. Un obturateur synchronisé avec le mécanisme précédent, lorsqu'il est ouvert, permet l'exposition du film. 5. Un système d'entraînement continu de la pellicule en amont et en aval amenant le film puis le rembobinant dans le magasin. Des boucles établies dans le circuit du film assurent la transition entre les deux modes d'entraînement. Chaque cycle du mécanisme intermittent aboutit à l'impression d'une image et se déroule en 2 temps. 1. L'obturateur fermé,
Les griffes pénètrent dans les perforations du film, le descendent d'un pas d'une image, puis se retirent. L'obturateur ouvert, le film immobile est exposé tandis que les griffes, seules, remontent à leur position initiale. La fréquence d'entraînement a connu des variations au cours de l'histoire du cinéma. 16 à 18 images par seconde au temps du muet, 24 images par seconde pour le cinéma sonore, 25 pour la vidéo, contrainte de s'aligner sur la fréquence du secteur alternatif en Europe. Chaque image est décrite par 2 balayages successifs de 1/50 de seconde. Mais cette cadence peut être modifiée si l'on recherche des effets de ralenti, en augmentant la fréquence, ou d'accélérer, en la diminuant. L'appareil de projection comporte 3 éléments principaux. Une source lumineuse puissante qui, alliée à un système optique, permet d'agrandir considérablement les minuscules photogrammes sur la surface d'un grand écran. Un lecteur sonore. Une partie mécanique appelée chrono, capable d'assurer le transport tour à tour continu, intermittent puis continu d'une grande longueur de pellicule. Pinel 2004/37. En plus des appareils de production, comme la caméra classique, de nos jours il existe une très grande variété des caméras numériques qui fonctionnent d'une façon beaucoup plus simple, surtout avec leurs accessoires sophistiqués qui offrent des options très avancées. B. L'équipement de consultation. Les documents multimédia, les microfilms, les fichiers d'ordinateur, les disques optiques nécessitent un équipement adéquat qui restitue l'image, le texte et le son. Ces équipements et ces supports permettent l'enregistrement, la mémorisation, la transmission ou la diffusion collective de n'importe quelle catégorie d'éléments de connaissance ou de jugement. À titre d'exemple, les vidéocassettes et les cassettes sont consultées via un magnétoscope, un magnétophone ou un lecteur de cassette. Les diapositives, les diaporamas et les films sont consultés via une visionneuse, un projecteur et un écran. Les CD et les DVD sont consultés via les PC et les lecteurs de DVD avec écran. Les avancées technologiques, par la capacité d'une distillation de la matière en information, ont été propices à la gestion de la matérialité par l'immatériel. Elles ont finalement contribué à une dématérialisation, puis rématérialisation d'expressions physiques. L'usage du multimédia en usant de la métasensorialité, texte, son, images fixes ou animées, a permis de rendre autrement la matière et de développer des cultures visuelles ou sonores différentes de l'écrit. JADE accent aigu, 2006/56. 1.4. Panorama des principaux concepts en jeu. Traditionnellement, les gens définissent les termes selon leur identité, culture et expérience. Même si les termes sont repris d'un dictionnaire ou d'une encyclopédie, chacun les interprète à sa façon parfois différemment. Dans notre livre, la terminologie courante est considérée comme récente en comparaison avec d'autres domaines. C'est pour cela que nous avons voulu mettre le point sur certains termes et concepts souvent utilisés, et plus particulièrement, la mémoire et le patrimoine en général, dans leur relation avec le cinéma. 1.4.1. Mémoire et patrimoine. Nous rappelons ici que la mémoire et le patrimoine peuvent être considérés comme une concrétisation de tout travail fait autour d'un document. Depuis qu'il est collecté, traité, conservé et mis à disposition de l'usager, on le considère comme mémoire ou patrimoine. 1.4.4.1. La mémoire. La mémoire ne se crée pas toute seule, elle s'accumule et évolue avec le temps. Tout d'abord, elle a un aspect biologique chez l'être humain. Le fait qu'il possède la faculté de mémoire lui permet d'enregistrer sous formes écrites, verbales ou matérielles, toutes les informations biographiques, intellectuelles et affectives comme Pierre-Janet le pointe, les premières mémoires sont des mémoires d'objets. L'homme qui veut se rappeler un souvenir transporte quelque chose dans sa main, ou fait un nœud à son mouchoir, ou met dans sa poche un petit caillou, ou prend une feuille d'arbre, ce que nous appelons aujourd'hui des souvenirs. Cette mémoire souvenir affective instaure le contact privilégié des hommes avec ces vestiges matérialisés du passé. JADE accent aigu, 2006/38. En plus, grâce à cette mémoire, les êtres vivants se lient au passé avec les traces qui restent. Elle relie l'homme à la continuité des temps passés, présents et futurs et constitue un repère d'identité. Cette connaissance permet à la personne de savoir son histoire, son passé et à son tour la transmettre aux futures générations. D'une part,
le pouvoir de la mémoire se manifeste en transformant la mémoire en histoire accessible et exploitée. Donc cette transformation d'une mémoire dite dormante en mémoire vive, analysée, étudiée, interprétée, qui est l'histoire, est un enjeu de société et de recherche extrêmement important. Récemment, on remarque que les États commencent à admettre de plus en plus leur devoir de reconnaître et de faire connaître la mémoire du pays à leur peuple, ce qui devient une tâche politique envers la société. Ce n'est pas seulement une histoire que l'on découvre, que l'on apprend et que l'on s'approprie, mais c'est l'histoire propre à chaque membre de la société qui se considère acteur ou ayant droit de ceux qui l'ont faite, vécu et surtout subi. D'autre part, plus la mémoire est reconnue, plus elle est exploitée. Prenons par exemple l'organisation d'un événement commémoratif, présent dans la mémoire collective comme le festival de cinéma qui projette aujourd'hui des films en noir et blanc. Cet usage d'archives se caractérise par la primauté donnée au contexte actuel sur le contexte historique, et par la valeur du symbole de l'archive utilisée. Pendant très longtemps, l'extension du concept mémoire s'est réduite à certaines réalités matérielles et tangibles. Les mesures de conservation ont pu prolonger la vie des objets en évitant leur dégradation, ou en assurant une conservation curative. Le problème était tourné plutôt vers l'avenir de ces éléments, afin d'éviter la disparition de ce patrimoine matériel ou immatériel. En parlant de la mémoire, il faut maintenant évoquer la mémoire nationale et la mémoire planétaire. La mémoire nationale. Tout ce qui appartient à un pays est reconnu comme national. Ainsi, la mémoire nationale est ce que l'État et des établissements divers au niveau local protègent, sauvegardent et transmet puisqu'elle fait partie de son identité. Plus l'État établit des règles, des procédures et produit des lois et des législations qui organisent les politiques de sauvegarde et d'accès à sa mémoire, plus le pays devient actif et conscient de la valeur de son patrimoine et de sa rentabilité culturelle, économique et politique. La mémoire planétaire. Celle-ci dépasse les politiques nationales du pays. Elle est celle de la communauté internationale, conçue comme une entité distincte de chacun des membres, étatiques ou non, qui la composent. Verhoeven 2004/34. Le problème, c'est que jusqu'aujourd'hui cette communauté ne connaît pas encore de structure institutionnelle propre qui peut s'exprimer à travers des États et des organisations internationales. Cela n'empêche que la puissance de ces dernières est devenue considérable. ONU, FMI, BIRD, etc. En outre, la mémoire internationale a comme rôle de s'assurer que les organisations internationales conservent les fonds d'archives conformément aux exigences de bonnes pratiques archivistiques de manière à constituer les supports d'une mémoire, ce qui n'est pas l'état actuel des choses. La place fondamentale du cinéma dans la mémoire. Comme notre travail est centré sur le cinéma, notre démarche tente à prouver que le cinéma fait partie de la mémoire nationale égyptienne la plus reconnue au niveau international. Le cinéma, à travers ses films, est un outil qui sauvegarde la mémoire du pays, l'identité des Égyptiens et la transmet aux générations futures. Le cinéma remplit un rôle inestimable pour les personnes cultivées, conformément à la culture et la connaissance de leur histoire. C'est le contexte d'une époque par le choix du sujet ou des décors, le langage utilisé dans les dialogues, la musique, la lumière, le cadrage. Tout cela s'impose au regard et à l'oreille dès les premières images, et c'est la grande magie du cinéma. C'est là que nous entrevoyons la richesse qu'il peut véhiculer et que dépassant la simple attraction foraine, il acquiert toute sa noblesse. Bataille 2005/41. Ce que l'écrit ne peut pas réaliser, c'est de faire apparaître jusque dans les moindres détails un acteur ou plutôt le personnage qu'il incarne, avec son regard, les inflexions et la voix, ses tics, le côté réaliste ou artificiel voire théâtral de son jeu, etc. Il est important de rappeler que le cinéma égyptien a réussi durant 100 ans à transmettre le dialecte égyptien dans les pays arabes. L'accent et les dialogues de nos films sont souvent cités par les Arabes qui les connaissent par cœur. Ce qui prouve à quel point il est sauvegardé et transmis au niveau local et régional. 1.4.4.2. Le patrimoine, un concept plutôt français ? Le patrimoine est aussi une sorte de concrétisation de documents du passé, qui ont été sauvegardés et que la société considère comme faisant partie du patrimoine national. Le patrimoine peut être un concept général,
culturel ou planétaire est reconnu par l'UNESCO qui prend en compte le cinéma, le patrimoine immatériel et intangible. Le patrimoine a été largement défini par plusieurs auteurs. Nous en avons choisi 3. Bernard Chileux, Mariannick Jade accent aigu et André Chastel dont les définitions nous ont paru les plus pertinents. Suite à leurs différentes thèses, il est clair que les auteurs ont tous considéré le patrimoine en priori comme un regard. Pour Chileux, c'est un regard spécifique orienté avec un rapport entre le passé et le futur. Tandis que pour Jade accent aigu, le patrimoine est un regard qui a un lien avec le sens interprété d'un objet. Et pour Chastel, c'est un regard mettant en rapport le subjectif et l'objectif, basé sur le sens et l'interprétation. Pour nous, le patrimoine, c'est ce que nos ancêtres nous ont transmis, les traces qu'ils nous ont laissées par nature ou par intention. C'est grâce aux études, aux interprétations et à la mise en valeur de ce patrimoine, objet ou concept, que les générations futures en apprécieront la valeur. Prenons l'exemple des films en noir et blanc, qui étaient à leur époque considérés comme nouvelles inventions, divertissements ou autres. Après leur première projection, ces films étaient oubliés ou mis de côté jusqu'à la création des ciné-clubs par les cinéphiles. En projetant ces anciens films durant ces réunions d'amateurs ou récemment durant les programmations des films classiques dans les festivals de cinéma, l'on donnait ainsi à ce fonds cinématographique une coloration patrimoniale. Le patrimoine culturel. Comme nous l'avons dit, le patrimoine fait partie de l'histoire d'un pays lié à la culture du peuple. Koichiro Matsuura donne une définition du patrimoine culturel. Le patrimoine culturel, c'est l'esprit d'un peuple, dans ses valeurs, dans ses actes, dans ses œuvres, dans ses institutions, dans ses monuments et ses sites. Jade accent aigu, 2006 88. Il désigne tout ce qui a été édifié par l'homme, identifie un peuple et ce qu'il a créé en tant qu'identité culturelle. Pour Ampateba, lorsqu'un vieillard meurt en Afrique, c'est une bibliothèque qui brûle. Jade accent aigu, 2006 88. Cette image infiniment marquante souligne l'importance et le rôle de la culture orale. Elle souligne l'importance de la pluralité culturelle transmise par ses citoyens, de leur conscience du passé et de la façon dont ils construisent la mémoire nationale. Le patrimoine planétaire. Les premières tentatives de protection patrimoniale s'intéressaient aux expressions folkloriques. Culture populaire, traditionnelle, autochtone, vivante, orale qui se réfèrent tantôt à un mode de communication, tantôt à un mode d'expression ou à un type de création de la société à une certaine époque. Pour certains, ces pratiques n'ont pas cessé d'exister et d'évoluer d'une génération à l'autre en se transformant dans le processus de transmission des savoirs. En l'occurrence, ce ne sont pas seulement des expressions culturelles, mais aussi des savoirs techniques, scientifiques, pratiques, croyances et coutumes. En 1937, déjà la conférence d'Athènes éveilla l'attention de la communauté internationale sur la préservation du patrimoine culturel mondial. En 1954, la construction du barrage d'Aswan décidée par le président Nasser condamne les temples d'Abou Simbel de Nubie, trésor de l'Égypte ancienne, à être submergés par les eaux. Devant cette perte dommageable, la cohésion internationale réalisa une opération spectaculaire de sauvetage, le déplacement des monuments. Cette réaction, face au risque de disparition, fut l'occasion de proposer la Convention pour la protection du patrimoine mondial culturel et naturel adoptée le 16 novembre 1972 qui donne les principes majeurs du patrimoine mondial défendus par l'UNESCO. Jade accent aigu, 2006 79. C'est souvent à la suite d'une catastrophe ou d'une grave perte que les États réagissent. Ceci est positif car des actions et des solutions de sauvegarde sont mises en place rapidement, mais c'est négatif lorsqu'il est trop tard et que les pertes sont irremplaçables. C'est pourquoi, il est important d'insister sur la nécessité de sauvegarder le patrimoine, au niveau national et international pour obtenir des résultats. C'est dans ce contexte qu'émerge la problématique de l'identité culturelle mise à mal par le flux croissant des échanges, grâce au progrès de la technologie. Plus spécifiquement, il s'agit de rechercher quelle est la légitimité de la notion de patrimoine national dans le contexte de la mondialisation, terme apparu en 1980 pour traduire globalisation. Quelle en est la portée et quels sont les critères d'identification du patrimoine national ? Patrimoine et cinéma. On parle aujourd'hui du patrimoine cinématographique,
ce qui veut dire que le mot patrimoine tout seul n'est pas significatif. Avoir fait admettre le cinéma comme faisant partie du patrimoine artistique et culturel n'a pas été chose aisée. Art populaire, art récent, né à la fin du XIXe siècle. Art commercial et en plus art faisant appel avant tout au visuel et non au verbal, autant d'aspects qui ont freiné la reconnaissance. Christine 2000 Croisillon 3. Nous partageons ce raisonnement en observant la situation en Égypte, où seule la valeur marchande des films est reconnue au détriment de la valeur culturelle. Les responsables de la culture égyptienne n'ont pas encore pris les mesures administratives ou techniques pour prendre en charge la conservation et la sauvegarde des films, en tant que patrimoine cinématographique du pays. Alors qu'en Europe, une politique culturelle en faveur de ce patrimoine a été adoptée par la majorité des pays qui ont des cinémathèques ou des centres d'archives ou même les deux. Malheureusement, ceci n'est pas le cas pour le reste du monde où il n'y a pas de cinémathèque, de centres d'archives au vrai sens du terme pour sauvegarder leurs fonds cinématographiques. C'est le cas de l'Égypte et de la majorité des pays arabes. Lorsque Christ parle de reconnaissance, il s'agit ici de la reconnaissance des autorités du pays et des politiques, seule force capable d'accélérer le changement dans nos sociétés et une vérité que nous devons admettre. Patrimoine immatériel et patrimoine intangible. Le cinéma est considéré comme un patrimoine culturel immatériel. Le patrimoine culturel immatériel se manifeste notamment dans les domaines suivants. Les traditions et expressions orales, y compris la langue comme vecteur du patrimoine culturel immatériel, les arts du spectacle, les pratiques sociales, rituels et événements festifs et les connaissances et pratiques concernant la nature et l'univers. Fromageau 2004 Croisillon 202. Par contre, les dénominations françaises usent alternativement des expressions de patrimoine immatériel et de patrimoine intangible. Tandis qu'en anglais, ils utilisent intangible et en arabe, Gaye al-Madi. Mais intangible, francophone et intangible, anglophone, ne véhiculent pas les mêmes idées. L'ambiguïté vient aussi en partie de l'emploi du terme patrimoine dans les relations qu'il entretient avec le vocabulaire technique et juridique de la propriété. Là où les éléments du patrimoine matériel sont toujours appropriés par des personnes privées ou publiques, la notion de patrimoine immatériel désigne dans un certain nombre d'hypothèses des choses sans propriétaire attesté. C'est le cas de la langue, du fond commun du folklore, des traditions et multiples savoirs dignes de transmission. L'UNESCO, consciente de la difficulté, a tenté une clarification et précise dans un glossaire les principales notions utiles. Le terme d'une part n'est pas très précis, et d'autre part accentue une distinction entre matériel et immatériel qui n'a pas cours dans les législations qui considèrent comme un tout le patrimoine sans qu'il y ait lieu de distinguer les éléments tangibles des valeurs immatérielles qui s'y trouveraient associées. Fromageau 2004 Croisillon 201. On conclura par l'équation de Pierre Nora, patrimoine égale présent, récepteur plus passé, créateur plus lien, temps. Cette équation accorde une place centrale à la production des lieux de mémoire, ainsi qu'à la signification dont ils sont porteurs. Par le fait même, la question de la réception se trouve en quelque sorte renvoyée au second plan. Or, si on se place du point de vue de la réception, c'est-à-dire du présent, il est difficile de ne pas prendre en compte les modalités selon lesquelles la continuité est assurée, établie ou maintenue entre le passé et le présent. La ligne de partage passe non plus seulement entre mémoire et histoire, mais aussi entre mémoire et patrimoine. Ces deux derniers construisent en effet des rapports au passé totalement opposés. D'Avalon 2002 Croisillon 56. Nous admettons ainsi que la mémoire assure une certaine continuité entre le passé et le présent. Son pouvoir est de rendre présent le passé via la transmission des individus du groupe eux-mêmes, mémoire collective, où elle traverse la société sous forme de courants de pensée. Une fois devenue mémoire, de nouveaux groupes sociaux s'en ressaisissent. Ces interrogations autour de la notion de patrimoine immatériel renvoient à la nature du contrôle exercé au plan local et international, ainsi qu'au type de protection que peut offrir un instrument international. Patrimoine ou héritage. Après cette présentation des notions de mémoire et de patrimoine, nous clarifions dans ce qui suit les raisons pour lesquelles nous avons opté pour l'usage de patrimoine. L'évolution de l'historiographie française du concept de patrimoine a été marquée par un certain nombre de facteurs qui la distinguent de celle de tous les autres pays,
mais qui génère une certaine incompréhension en dehors du cadre national. Abdelaziz Daoulatli rappelle que tout le monde ne désigne pas cette même chose du passé de la même manière et surtout qu'il existe le terme « héritage », utilisé en arabe « turat » et en anglais aussi « heritage ». Le mot patrimoine susciterait peut-être des passions, mais le mot héritage au contraire a une neutralité que le mot patrimoine ne contient pas. L'intensité et l'âpreté des controverses découlent de la spécificité de la tradition française. L'incompréhension provoque le raisonnement suivant. Dans la mesure où le terme anglais heritage a un homologue français héritage, alors pourquoi ne pas utiliser le terme de héritage pour patrimoine, JADE accent aigu 2006 croisillon 29? Les Français de leur part défendent le caractère unique du terme. Et André Desvallées invite à se méfier de ces rapprochements linguistiques anglo-francophones trompeurs et producteurs de troubles même si l'anglais est souvent choisi comme langue de comparaison pour les études de terminologie comparée. Pour lui, ceci peut créer des ambiguïtés tant au niveau de la désignation qu'à celui de la profondeur conceptuelle des termes. Héritage se définit comme le patrimoine laissé par une personne décédée et transmis par succession, et patrimoine, à savoir patrimonium, patermonium égale bien du père, lui accorde par extension le sens de l'héritage du père. Cette distinction repose sur une nuance capitale. L'un décrit la transmission d'un bien dans le cadre de la sphère publique, l'autre décrit la transmission d'un bien dans le cadre de la sphère privée. L'emploi du terme héritage en français exclut cette signification. Sa correspondance synonymique exacte est le mot anglais legacy. Cette distinction fondamentale qui fait l'unanimité s'accompagne d'autres objections à une fusion synonymique de l'héritage et du patrimoine. Pour Bruno Foucard, il y a des héritages que l'on refuse, mais le patrimoine c'est la somme des héritages acceptés. JADE accent aigu, 2006 croisillon 30. Dans notre esprit, chaque culture fait appel à des termes dont elle développe les significations en fonction de son histoire. Le fait de localiser le terme et de ne pas le traduire mot à mot est plus important. Nous sommes d'accord avec le fait qu'il existe deux termes, héritage et patrimoine, dans la langue française tandis qu'en arabe et en anglais il n'y a qu'un seul terme. Chaque langue a ses conditions qu'il faut respecter et l'auteur doit souligner cette différence. Pour conclure, retenons que le patrimoine fonde une continuité entre nous et son origine. Il constitue même une présence dans la société où l'on vit maintenant, mais il n'en pose pas moins de différence entre les deux mondes. 1.4.2 Mémoire et cinéma. Considérer le cinéma comme un baromètre de la société est une métaphore adéquate puisqu'un film de cinéma est une création artistique et en même temps contient une réflexion sur la vie d'un peuple, qui change toujours en fonction des réalités sociales liées à la saison. Ces bouleversements constatés tout au long des années sont considérés comme mémoire. 1.4.2.1 L'art et le cinéma. Il y a d'un côté l'art, et de l'autre le cinéma en tant qu'un art particulier. On les présente ici distinctement, puis on les relie. L'art est un acte de créativité par lequel l'homme peut s'exprimer de suivant son inspiration. C'est la forme la plus sophistiquée de l'expression humaine. Il est apte à communiquer les significations culturelles les plus profondes. Il organise et transmet l'expérience sociale en pénétrant les couches les plus intimes de l'esprit humain, auxquelles les formes de communication politique et économique n'ont pas accès. Les effets durables du rock et des nouvelles formes de danse et d'activités artistiques sur la psychologie sociale des générations qui ont mouru au cours des années 60 et 70 attestent de la puissance de l'art en tant que vecteur de signification sociale et source de valeurs communes. Rifkin 2000 croisillon 183. Nous avons les films égyptiens et la manière dont ils influencent les générations qui les suivent, notamment en répétant des phrases, des dialogues issus de ces films dans notre vie quotidienne. Soulignons aussi le rôle des musées qui sont dédiés à la conservation et à l'exposition des objets artistiques. Ils associent à la fonction de tutelle un but éducatif, tourné vers la promotion de la connaissance de l'art auprès d'un vaste public. Bresson disait en 1955 « Ce que j'aimerais, c'est que vous soyez contre ». C'était pour lui le devoir de tout artiste. C'est aussi là le rôle de la recherche, Vivancos 2000 croisillon 102.
Nous sommes tout à fait d'accord avec Bresson sur le fait qu'un chercheur soit contre. Cela indique qu'il a été confronté à une autre expérience et qu'il a un point de vue différent qu'il veut prouver. De là, naît la richesse de la recherche. Nous pouvons dire que l'art donne à l'artiste et à son spectateur la possibilité de mieux percevoir la vérité dissimulée derrière la douleur et la passion que les êtres ordinaires subissent quotidiennement. L'engagement d'un cinéaste à vouloir changer la vie quotidienne ne sera possible qu'à travers la complicité du spectateur. Celui-ci n'est actif que si le film crée un univers plein de contradictions et de conflits, car lui, le spectateur, y est sensible. Revenons au cinéma, qui est qualifié comme le 7e art, après le premier étant l'architecture, le 2e la sculpture, le 3e la peinture, le 4e le théâtre, le 5e la musique, le 6e la poésie. Le cinéma, c'est l'art de composer et de réaliser des films, ou l'industrie de la fabrication et de la diffusion des films. Mais c'est aussi l'abréviation courante de salle de cinéma, un lieu privilégié de la mémoire de la réalité et de l'imaginaire. Le mot cinéma vient du grec kinéma, mouvement, ayant servi à construire cinématique, partie de la mécanique qui étudie les mouvements des corps, bien avant que les Français Bouly et Lumière n'imaginent de baptiser leurs appareils cinématographes. Passec 2001 Croisillon 154. 1.4.2.2. Le cinéma comme bien culturel. De nos jours, l'expression de bien culturel est très largement sollicitée. Parfois, elle sert à désigner toutes sortes de productions, de supports susceptibles d'avoir un contenu culturel. Le livre, le cinéma, le multimédia. Aussi, on l'utilise pour désigner le bien matériel ainsi qu'immatériel. Le concept de patrimoine est joint davantage à l'adjectif culturel. Nous trouvons que ce concept de bien est aussi identifié au terme culturel. Selon André Desvallées, le terme patrimoine renvoie au matériel et plus précisément à la matière bâtie ou construite. Il faut néanmoins remarquer que les anglophones préfèrent souvent utiliser les termes de cultural property, et les arabophones utilisent alturat al-madi, égale bien culturel, tout autant que les Italiens ceux de beni culturali, de préférence à patrimoniaux. De même, les germanophones préfèrent encore denkmal, égale monument, et les Chinois l'équivalent de relique culturelle, cultural relique. Véritable paradoxe, l'alliance de l'adjectif immatériel, non matériel, avec le concept de patrimoine contrarie les esprits. JADE accent aigu 2006 Croisillon 33. Certes, le terme bien culturel n'est pas clairement défini de la même manière dans toutes les langues. C'est pourquoi, nous nous sommes basés sur la définition de l'UNESCO, qui est toujours la même selon l'article 1 de la Convention de 1970 et l'article 2 du chapitre 1 de la Convention de 1995, sont considérés comme biens culturels les biens qui à titre religieux ou profane sont désignés par chaque État comme étant d'importance pour l'archéologie, la préhistoire, l'histoire, la littérature, art ou la science, et qui appartiennent aux catégories spécifiquement visées dans les dites conventions. Bricky 2004 Croisillon 83. Il est clair que la définition est très générale et délimitée par un critère fondé sur l'importance et la valeur patrimoniale du bien, ce qui à notre avis posera des difficultés pour la mise en œuvre des règles de prescription aux archives puisque ces biens peuvent être différemment conçus et jugés. Par ailleurs, nous relevons le nouvel aspect industriel du bien culturel, qui marque un tournant historique dans l'approche, à la fois des mécanismes industriels qui gouvernent la production de l'information et de la culture de masse, et celle des déséquilibres internationaux des flux et des échanges. Salem 2004 Croisillon 45. Les industries culturelles fonctionnent depuis plus d'un siècle et demi dans les principaux pays industrialisés. Les spécificités des produits culturels ont donné certains traits particuliers à ces industries. Ils ont également limité l'incitation à y valoriser les capitaux. Aussi bien que, dans les pays les plus développés que dans les autres, le maintien d'un secteur public ou parapublic important ainsi que l'existence d'un secteur marchand, mais peu ou pas industrialisé, cause un déséquilibre dans la société de l'information. Comme la diminution des fonds publics, la privatisation d'organismes, chaînes de télévision, théâtres, etc., l'affaiblissement des organisations de la société civile, les pressions extérieures et intérieures pour aller toujours plus loin dans le sens de la déréglementation du secteur public, au nom de la liberté de communication et de la nécessité de laisser s'exprimer la diversité des opinions et des préférences artistiques,
soutien au renforcement des industries audiovisuelles nationales ou régionales. Miège 2004-13. Nous consacrerons à cet aspect une partie plus importante dans le chapitre suivant sur les industries culturelles audiovisuelles nationales ou régionales. 1.4.2.3. Le cinéma à l'heure du cyberespace. Le cinéma figure évidemment parmi les arts et les industries qui ont à trouver leur place dans le cyberespace. Celui-ci représente un monde virtuel, dans lequel les internautes se plongent lorsqu'ils sont connectés sur Internet. Avec la révolution des communications numériques, le passage du territoire physique au cyberespace a changé non seulement l'organisation des relations humaines, mais a donné le pouvoir aux possesseurs de l'information. L'interconnexion entre les ordinateurs, les télécommunications, la télévision par câble, la radio, l'édition et les loisirs en un vaste réseau de communication a offert aux entreprises une capacité de contrôle sans précédent concernant la manière avec laquelle les humains communiquent. Le rythme de vie devient plus rapide, et les comportements des personnes évoluent aussi vite. Actuellement, les entreprises de télécommunications consacrent leurs efforts sur la collecte ou la création du contenu numérique ainsi que sur le contrôle de l'accès à l'Internet et au cyberespace. Cela dans l'espoir de conquérir les mondes, où des millions d'individus risquent demain de passer le clair de leur temps. Comme l'avait prévu Daniel Bell il y a 20 ans, l'avenir, le contrôle des services de communication serait une source de pouvoir, et l'accès à la communication un facteur de liberté. Rifkin 2000-282. Ce que nous considérons comme une quasi-certitude. Nous avons cité au début de ce chapitre à quel point la possession de l'information est une source de force et de pouvoir. Mais aujourd'hui, le fait de posséder seulement n'est pas suffisant. Il faut pouvoir mettre à disposition du public le maximum de ce que nous possédons, et le plus important est de maintenir une relation forte et fiable avec son public via le cyberespace. En ce qui concerne le cas du cinéma, Randall Walser, théoricien du cyberespace, explique : là où le cinéma montre une réalité à un public, le cyberespace offre un corps virtuel et un rôle actif à chacun des membres de ce public. Le livre et la radio relèvent de la narration, la scène et le cinéma, de la représentation, mais le cyberespace met en œuvre une véritable incarnation. Les metteurs en scène de théâtre ou de cinéma essaient de nous communiquer l'idée d'une expérience, tandis que, dans le cyberespace, c'est l'expérience elle-même qui est communiquée. C'est tout un univers qui est programmé pour que le spectateur y joue un rôle actif et en fasse l'expérience directe, au lieu de simplement y projeter son imagination. Rifkin 2000-220. Le cinéma dans le cyberespace est une sorte de se voir, comme le disait Claude Baltz, pour s'informer et communiquer avec autrui. Apparaît de plus en plus pour le sujet la nécessité d'être d'abord capable de sortir de soi, au moins métaphoriquement se voir dans le monde, voir et interroger notre rapport à l'information et la communication, devenir l'objet de sa propre observation, se voir. Waltz 2005-10. Dans notre cas, nous trouvons que le cinéma permet au spectateur de sortir hors de lui-même et de se mettre à la place de l'acteur. Autrement dit, en regardant un film, il nous arrive de vivre les événements comme si nous étions l'acteur. Surtout lorsque le film touche quelque chose en nous, et nous fait agir envers la scène comme si nous faisons partie du film. 1.4.2.4. L'archive comme concrétisation de la mémoire. Nous exposons les termes mémoire, patrimoine et archive, de façon générale, et que nous allons développer en tant que concept dans le chapitre suivant. Les archives ne sont pas des documents comme les autres, leur réalité est encore plus complexe. Étymologiquement, la racine grecque du mot archive, arché, le rattache à l'idée de commencement. On peut y voir une synthèse des deux notions. Le commandement en ce sens que celui qui commande au pouvoir d'utiliser l'écrit, dès lors que celui-ci existe, et donc de s'appuyer sur l'écrit pour exprimer et faire appliquer sa volonté. Le commencement parce que l'acte écrit fonde la décision, préexiste à sa diffusion, en constitue l'origine, le point de départ. Delmas 2006-28. Les archives sont des documents imprimés ou audiovisuels qui ont été créés à une certaine date pour une fonction administrative ou autre et qui ont été conservés pour différentes raisons. Aujourd'hui, ces documents sont considérés comme des documents d'archives. Le plus intéressant ici, c'est d'insister sur deux points.
le premier étant l'importance de la conservation de ce qu'on possède. Le deuxième dépend de cet acte, et par conséquent donne naissance à des archives à consulter. C'est pour nous la concrétisation des documents que certains appellent archives, d'autres les considèrent comme mémoire, et d'autres encore les définissent comme patrimoine. 1.5. Conclusion du premier chapitre. Dans ce premier chapitre, nous avons insisté sur l'histoire et la valeur du patrimoine cinématographique égyptien, non seulement en tant qu'industrie mais surtout en tant que document de référence de l'identité de notre pays. Depuis le début du cinéma et jusqu'à nos jours, l'Égypte est le seul pays du monde arabe à avoir participé à l'aventure de l'art cinématographique depuis 1896, année où, rappelons-le, les films des Frères Lumière furent projetés dans un café d'Alexandrie. Bien que le cinéma soit présent dans plusieurs domaines de la communication et de la documentation, sa définition et son traitement varient dans chacun de ces domaines. C'est pourquoi, nous avons présenté dans ce chapitre les nuances entre les différents termes utilisés dans notre recherche. Pour ce qui est de l'approche bibliothéconomique, il s'agit de traiter un document, une information et un support sans variante conceptuelle qu'il soit imprimé ou électronique. Tandis que du point de vue culturel, le cinéma devient un terme abstrait qui peut signifier mémoire, patrimoine et archives. Nous abordons une approche théorique qu'il faut analyser selon l'histoire et l'identité du pays. En ce qui nous concerne, nous reconnaissons le patrimoine cinématographique comme un bien culturel relatif à l'identité culturelle égyptienne. Et nous avons insisté sur sa valeur documentaire non seulement pour les professionnels, mais pour tout citoyen ou étranger, à la recherche d'une information dans ces documents filmiques. Afin de remédier à la baisse de la fréquentation en salle, l'industrie du cinéma a sans doute été un précurseur en matière de stratégie multimédia. Après la télévision, la cassette vidéo VHS et le DVD, le film se décline aujourd'hui en format numérique sur Internet. Les nouveaux matériaux utilisent désormais les technologies du numérique et sont de plus en plus sophistiqués et adaptés à la consommation des œuvres culturelles. Enfin, le fait de conserver et de préserver les édifices qui symbolisent l'histoire ou la culture d'une nation est relativement récent. Le patrimoine est donc un bien culturel que l'on peut s'approprier puisqu'il représente l'identité nationale, et à son tour, manifeste la diversité internationale. Le cinéma, en tant que bien culturel et en tant que valeur marchande, a été influencé par les nouvelles technologies dans ses modes de consultation. 2. Chapitre 2, le cinéma, un patrimoine à conserver et à accent grave traité. Nous analysons ici les concepts traités dans le précédent chapitre. Archives, industrie culturelle et communication afin de définir le patrimoine cinématographique. À commencer par les préalables théoriques et pratiques à la constitution du patrimoine cinématographique, la mémoire audiovisuelle comme nouvelle source de l'histoire, l'archivage du patrimoine cinématographique, la place du cinéma dans les industries culturelles, les enjeux historiques, culturels et politiques de la sauvegarde du patrimoine cinématographique et finalement la nécessité de la sauvegarde. Pour être accepté comme tel, un concept doit pouvoir être formulé et compris d'une seule et même façon pour toutes. Il doit être globalisant car il construit des liens et des parentés entre des faits séparés. De ce fait, il est réducteur car il atténue les différences, accentue les similitudes et transcende les cas particuliers. En résumé, il doit être universel, invariant et figé. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.